Yosh les corbeaux, je vous accueille dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très content de vous retrouver après un mois d'attente. Waouh, l'auteur, il nous fait la misère. C'était tellement difficile ce mois, je suis sûr que vous avez vécu la même chose. Franchement, là, Oda, c'est vraiment pas sympa. En même temps, moi j'aime bien qu'il se repose, le gars se donne à fond depuis si longtemps. Mais en même temps pour nous, mais on est embarqué dans un truc. C'est à la fois légendaire, au top et tout, mais en même temps, c'est très difficile, tu vois. Genre, la moindre pause, le moindre décalage, quoi que ce soit, ça fait souffrir, quoi. Vraiment, on est tenu, hein, on est tenu par le bout du nez là. Maintenant, on a le chapitre qui débarque. Franchement, on respire un peu, mais comme on connaît tous Oda, il va nous renvoyer sur quelque chose et encore d'autres intrigues et on est parti pour un autre tour. On sera jamais rassasié en fait. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. Ce chapitre a été teasé depuis à peu près une semaine par tout le monde. Genre, c'est le plus grand chapitre, c'est pas le meilleur chapitre de tous les temps et tout. Je sais pas, je pense, à mon avis, on peut pas dire un tel chapitre est le meilleur de tous les temps, vu que les chapitres sont pas vécus par tout le monde de la même façon. Il y a des chapitres que certains préfèrent parce qu'il y a des éléments dedans que eux affectionnent particulièrement, et d'autres vont avoir un penchant pour d'autres chapitres parce qu'ils contiennent d'autres choses qui sont plutôt importantes pour eux. On voit Shanks dans ce chapitre et surtout dans le cover de ce chapitre, donc je suppose c'est l'une des grandes raisons pour dire ça. Et on a beaucoup, ils m'ont dit ouais, ce chapitre, tu sais, il va démolir tout ce que tu dis et tout, alors que là franchement ce chapitre, j'ai jeté un petit coup d'œil le matin, à part confirmer ce que je disais auparavant, il n'y a rien de nouveau, hein. Donc on va le commencer, hein. Je vais pas vous faire la lecture du chapitre, c'est une review, c'est une analyse, et donc tout simplement on va passer par les grands points, hein. Comme je l'ai toujours dit, il y a des trucs à pas reviewer, en tout cas pour moi. Ils vont faire la fête, je vais pas vous faire la review de la fête. Donc directement on y va sur les éléments importants. Le chapitre se nomme Empereur des Flammes, donc Empereur des Flammes, c'est référence à Sabo apparemment. Sabo que je trouve, beaucoup trouvent que voilà, le personnage n'est pas abouti ou quoi. Déjà je dis le manga n'est pas encore terminé, donc tu peux pas dire un tel est abouti ou pas. Qu'est-ce que t'en sais de ce qui va se passer après, qu'il n'est pas développé? Peut-être il était réservé pour autre chose, pas obligé d'être développé dès le premier chapitre où il apparaît. Et en plus de ça, le gars a été développé quand même, il était développé par rapport à son enfance. C'est juste que l'auteur n'a pas encore teasé depuis son lien jusqu'à présent entre lui et les lecteurs, on va dire, comme il l'a fait avec Ace, parce que les gens le comparent beaucoup à Ace. Ace, on va dire, l'auteur a beaucoup travaillé sur la fibre émotionnelle. Sabo, pour l'instant, il y a surtout eu la partie puissance, même si on a eu des développements à gauche à droite par rapport à Sabo, mais c'était sur la période enfant. Mais la période actuelle, comme l'auteur a fait par rapport à Ace, Ace au départ, comment l'auteur nous a accroché à lui, c'était surtout Ace adulte, hein. C'est par la suite qu'il travaille sur son enfance. Mais là, si on y va en termes scénaristiques pur et accomplissement, et non en termes d'émotion, ben j'ai envie de dire Sabo est de loin devant Ace, hein. Franchement, jusqu'à présent, si vous me dites Ace il a fait quoi dans l'histoire, je vois pas grand chose, hein. Ace à part lier des amitiés à gauche à droite qu'on voit même pas et qu'on ne vit même pas, c'est juste qu'on nous les raconte en flashback très bref avec Yamato, Joss Junior, tout ça. Ben, franchement, c'est quoi Ace? Allez, si je vous dis résumez-moi Ace, c'est un gars qui va combattre Barbe Blanche, il le prend tellement de haut, tellement la différence de puissance. On a un petit flashback sur des échanges entre lui et Jinbei. Ensuite, il se fait cramer par Akainu. Il n'y a pas tellement... alors que Sabo, là, franchement, avec le fruit du feu, il fait du sale, tu vois, par rapport à Ace. Sabo, on le voit même pas tellement à l'écran. Son palmarès, il est gigantesque quand même, là, le gars. Adresse Rosa, quand même, il démolit un second de Yonkou. D'ailleurs, petite pichenette. D'ailleurs, c'est même pas une petite pichenette, là, on est carrément dans un genou dans le nez Tout le monde se vaut, hein. Vous savez de qui je parle. C'est tous les secondes de Yonkou se valent, tous les Amiraux se valent, tous les Yonkou se valent, tout le monde se vaut apparemment. Là, un second, pas de Yonkou, second de dragon. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on nous le cite souvent pour nous dire ouais, vous voyez Sabo, il a tenu, il a pas battu, il a pas le niveau. Pour moi, il a définitivement pas le niveau, hein. Mais il a tenu un petit peu à la Marco, a tenu un amiral, Fujitora. Et tout de suite, on nous dit vous voyez donc, ça veut dire franchement, les seconds à chaque fois, quand même. Ils sont niveau amiral. Bah, déjà, cette phrase, comme je l'ai déjà dit auparavant, elle a aucun sens parce que déjà, dans le même arc, le passage Dressrosa, c'est élucidé. Pourquoi? Parce que Ace défonce un second de Yonkou. Il défonce Burgess. Burgess, c'est le second de Barbe Noire. Alors, je sais beaucoup sont sur l'idée de Shiryu plus puissant, mais peu importe. Bah, je sais pas. Mais second, on a l'habitude. Second, c'est le plus puissant. Donc, Burgess, second de Barbe Noire, se fait piétiner par Sabo, hein. C'est
Sabo, genre c'est même pas un combat avec domination de Sabo, mais Burgess quand même, il rivalise. Non, il y a rien. C'est vraiment Sabo piétine Burgess comme s'il jouait avec un gamin. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Les seconds, vraiment aucun lien entre eux en termes de puissance. C'est juste des théories de certaines personnes qui ont matrixé le One Piece game. Hein. Franchement, là, on a juste retour à la réalité. Franchement, là, je sais, je parle beaucoup de Sabo. Je devrais le réserver pour quand on arrive à la partie Sabo, mais vraiment, ça provoque quelque chose chez moi. J'ai vraiment envie de parler de ce côté-là. Mais Sabo, vraiment, avec son fruit, il accomplit des trucs, tu vois. Genre, là, partout dans le monde, il est acclamé. Il libère Kuma, tu vois. Genre, il rentre dans Marijoise. Je veux dire, il va à Dressrosa, c'est lui qui récupère le fruit. Je veux dire, c'est le gars le plus fiable du manga, hein, après Luffy. Même si Luffy, il a sa façon de faire, mais quand même, Luffy, il réussit toutes ses missions, voire presque. Certaines, il les réussit pas parce que c'était carrément impossible. Mais je veux dire, généralement, Luffy, tu te dis, ouais, Ener est indétrônable, alors que Luffy est un petit rookie. Finalement, Luffy libère les îles célestes. Donc, c'est un truc de malade. Là, on a Sabo, pareil. Là, Sabo, il libère Kuma, alors que Kuma avait l'air complètement perdu. D'ailleurs, quand on arrivera à ce passage dans le chapitre, je reparlerai de Kuma, j'ai 2-3 trucs à dire là-dessus. Et voilà, il le libère alors qu'il y a la présence, pas de un, mais deux amiraux, les accomplissements, alors qu'on le voit même pas, on n'est même pas focalisé là-dessus. Je veux dire, dans l'ensemble, ça a eu beaucoup plus de temps d'écran que Sabo, faut se dire la vérité. Alors que Sabo, franchement, le Mera Mera était destiné pour Sabo, hein. Je suis désolé, c'était pas du tout fait pour Ace, hein. Pour une fois, on va pas bouder le fait que l'auteur va directement dès le départ au cœur du sujet, il sait ce qu'on attend et donc direct il nous le donne dès le départ. On sait que ce sera pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, on va pas bouder quoi. Donc direct l'amiral débarque, là il se rapproche de la capitale des fleurs, les samouraïs le repèrent. Les samouraïs, j'en ai parlé, je continuerai encore à parler, je vais en parler un petit peu dans ce chapitre. C'est l'un des trucs qui me casse le plus les pieds dans One Piece. Je dirai pourquoi quand on avancera un petit peu dans le chapitre. Alors bim, d'un coup ils sortent devant lui, devant l'amiral qui est en train d'avancer. En avançant, il transforme tout en forêt. J'ai envie de dire, franchement, c'est l'amiral le plus bénéfique du monde de One Piece. Lui, il est vraiment en train de rendre le pays paradisiaque. Hein. Franchement, il y a qu'à faire le tour de l'île avec ce combat. Kaido sera vraiment complètement effacé. Donc, Rokugyo il dit, voilà, ne vous mettez pas sur mon chemin, les samouraïs. Apparemment, directement de vue, il sait que c'est les samouraïs en question. Donc, vraiment super bien dessiné, c'est des postures et tout, ça me plaît beaucoup, c'est vraiment du pur One Piece, le gars qui maîtrise vraiment son sujet. Avec Oda, on peut qu'applaudir, ça reste un manga, il y a des trucs qui échappent à Oda. En termes de mise en scène, le gars c'est le chef des chefs. Alors le gars il rentre tout de suite en colère, est-ce qu'il est colérique? Je suis impatient de voir ça, et ça fera un très beau contraste, hein. J'aimerais bien que ce soit le cas, genre le contraste entre lui et Fujitora. Déjà, on a l'un qui est pas subordonné du tout à Kainu, mais plutôt à ses principes, hein, comme on le voit à Dressrosa avec Fujitora qui va jusqu'à se prosterner devant le roi et tout. Ensuite, on a un autre qui est le complet opposé. Là, il dit les gens qui sont pas affiliés au gouvernement mondial, en gros, ils valent rien, ils doivent tous mourir et s'ils meurent, leur vie, elle pèse rien. C'est des déclarations complètement opposées à des déclarations que pourrait faire Fujitora, par exemple. Le gars, il est explosif, colérique tout de suite, contrairement à Fujitora qui, lui, il est dans la retenue, très calme et tout. Alors, voilà, il leur dit que si vous n'êtes pas affilié au gouvernement mondial, vous ne devez même pas être en vie. Ensuite, voilà, il nous fait un petit peu le classique des mangas. J'ai l'impression même que le personnage qui à peine débarque sans que personne ne lui demande rien, nous fait la liste de toutes ses techniques, quoi. Et puis il le nomme son pouvoir, alors personne ne lui a demandé, hein. Alors, tout de suite, bonjour, alors mon pouvoir c'est Kiniku Mori Mori. Ensuite, j'ai mangé le fruit Mori Mori no Mi, je suis l'homme forêt, le père et la mère de la vie, hein. Je suis la nature elle-même. Le mot utilisé c'est le Logia. Alors est-ce que c'est un petit peu pour dire c'est le Logia le plus puissant? Alors faut pas confondre entre Logia plus puissant et personnage plus puissant, hein. Notre personnage pourrait avoir un Logia moins puissant et être plus puissant que lui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans la puissance, le haki, tout ça, la façon de combattre, l'expérience. Est-ce que c'est ce qu'il veut dire? Parce qu'il y a des personnages qui disent des choses, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est le cas, hein. Donc ensuite il dit je vais vous apprendre, les humains ont toujours vécu en créant des êtres inférieurs, un petit peu genre les êtres inférieurs c'est un petit peu pour lui les gens qui sont pas affiliés au gouvernement mondial, et en discriminant ces gens-là
que tout le monde continue à vivre, on va dire, la normalité. Et là, c'est des dires extrêmement importants, intéressants et déterminants. Ça va dépendre aussi du sérieux et à quel point il faudrait prendre les dires du personnage au sérieux, parce que des fois, on ne sait pas, il faudrait découvrir le personnage avec le temps pour savoir à quel point il faut prendre ces dires au sérieux. Donc ce personnage, on vient juste le découvrir, mais si ce qu'il dit est juste, donc quelque part, il dit que la discrimination, elle est voulue, elle est créée. Et par qui? Par le Gorosei, par le gouvernement mondial, les dragons célestes. Donc c'est exprès qu'il laisse quelques personnages qui rentrent pas, enfin des personnages, des pays qui rentrent pas dans l'alliance gouvernementale. Comme ça, il les discrimine pour que, apparemment, selon eux, c'est ça qui va mettre l'ordre dans le monde et qui permet de continuer à vivre. Donc quelque part, est-ce qu'il veut dire, je pose la question, hein, le gouvernement laisse exprès des pays dans les mains des pirates, hashtag Yonkou, pour les discriminer, comme ça, il va garder un certain monopole et tout le monde restera là à lui courir derrière. C'est un petit peu de la politique, hein, sauf quand on est que dans rapport de puissance. Lui, il est plus puissant, non, lui, il est pas. Là, on comprendra pas One Piece, parce que One Piece, surtout à travers ce chapitre, on voit que ça prend une grande tournure politique. Et dans la politique, on sait que, voilà, dans beaucoup de dictatures, on laisse exprès le peuple, une bonne partie, avoir faim, comme ça, ils vont nous courir derrière, ils seront toujours soumis. C'est même dit par de grands politiciens. Et on voit dans le gouvernement, le Gorosei, ils sont représentés par certains personnages politiques qui ont vraiment existé, en tout cas en termes de design, comme Gorbatchev et tout ça, qui sont de gros dictateurs. Donc, est-ce qu'ils laissent ces pays-là aux mains des pirates exprès? Et comme je l'ai dit dans le chapitre 1054, comme ça, tout le monde leur mangera dans la main en espérant que ça leur permettra de rentrer dans cette alliance-là, comme on voit le pays de Kaido qui supplie le gouvernement mondial et accepte de donner Kaido au gouvernement mondial et à la marine pour espérer rentrer dans leur alliance. Comme ça, ils seront protégés des Yonkou, et comme ça, le système des Yonkou et cet équilibre-là va être toujours bénéfique au gouvernement. Comme ça, les gens seront toujours là à espérer pouvoir rentrer dans cette alliance et feront tout afin d'être protégés des Yonkou. Et là, les Yonkou, leur existence n'est absolument pas bénéfique à la marine, parce que c'est la marine qu'elle doit se les coltiner, mais elle sera bénéfique pour le gouvernement qui, lui, aura à sa botte toutes les nations qui voudront s'échapper aux Yonkou pour être affiliés et feront tout pour être affiliés au gouvernement et au Tenryubito. Donc voilà, juste avec 2 pages de façon implicite, l'auteur nous balance tellement d'informations, certaines sont indirectes, comme vous venez de le voir, il faut les déchiffrer, d'autres sont directes. Ensuite, on a la partie hashtag puissance. Donc voilà, l'amiral fait une petite Kaido, hein, il gère à lui seul plusieurs fois au rouge. Je suis pas en train de dire du tout Rokugyu il est jeu égal avec Kaido, mais il fait une prestation qui va un petit peu dans ce sens. Il tient en respect plusieurs forts rouges. Les forts rouges, et c'est là où je reviens sur eux, comme j'ai dit auparavant, c'est grand mystère, franchement. Kinemon, l'un des puissants forts rouges, il se fait découper par l'eau, alors qu'on dit les gars ont le Ryuo, l'un des forts rouges, Nekomamushi, ou le chien, j'ai oublié son nom, ils font un contre un troisième commandant de Yonkou. Ensuite, ils sont obligés d'alterner à cause de leur système, parce que dans leur pays, il y a le système de la nuit et le jour et tout. Mais sinon, ils font un contre un, quoi. À la fin, le gars est obligé d'utiliser le gaz. Donc, on ne sait pas est-ce que leur niveau est si différent d'un membre à l'autre, parce que Kinemon, il se fait battre par l'eau. Et donc, l'eau de Punk Hazard peut couper Kinemon, alors que Kinemon et les forts rouges ont le Ryuo. Ils parviennent à blesser Kaido, chose que Luffy, qui bat Katakuri, ne parvient pas à faire au départ, jusqu'à ce qu'il apprend le Ryuo. Donc, on comprend vraiment plus le niveau des forts rouges. Quel niveau exact veut leur donner Oda? Est-ce qu'ils sont niveau low à Punk Hazard? Est-ce qu'ils sont niveau Jack? Est-ce qu'ils sont niveau au-dessus de Jack et peuvent faire des dégâts à Kaido, comme on l'a vu? Parce que dans ma compréhension de l'œuvre, Jack n'a pas le Ryuo. Du coup, on sait vraiment pas, mais en tout cas, des dernières mises à jour pour ces personnages, leur niveau est très élevé, quoi. Ils sont passés du niveau en individu à l'un capable de tenir, on va dire, Jack, au niveau ils peuvent blesser Kaido. Donc là, ils sont tous là, sauf Ashura Doji, il est pas là parce qu'il est mort. Donc voilà, l'amiral les tient tous en respect, et bim, Yamato débarque et elle l'attaque par derrière, par surprise, parce qu'elle était pas là, elle est venue de nulle part. Elle dit je vais pas te permettre d'aller déranger nos héros, donc Luffy et tout. Alors l'attaque, elle est extrêmement puissante. Alors Yamato, je pense beaucoup de gens vont tout de suite la descendre. Pourquoi? Parce que là, ça va les arranger, ça leur permettra de descendre un amiral. Alors que Yamato, c'est un personnage qui a quand même tenu un bon moment Kaido qui n'était pas dans un mode rigolade, hein. Il était dans son projet. Il aurait pu écarter Yamato, la mettre
pas la tuer, mais la mettre KO hors d'état de nuire. On sait que Kaido ne ménage pas du tout Yamato. Il l'aurait mis KO pour régler ses problèmes, parce qu'il avait des problèmes. On l'a vu quand il était descendu dans le château Onigashima, tout de suite il était parti en mode tuer toute personne qu'il pouvait. Il a directement foncé sur Kinemon, il a one-shot Kinemon, alors qu'il one-shot pas Yamato. Et plus Yamato, elle a les mêmes attaques que Kaido, moins puissant, mais pas de très très loin, hein. Sinon elle aurait pas tenu 2 secondes. Donc c'est un Kaido bis quoi. On la voit, elle y va à fond, elle saute et de sa façon de s'élancer, elle y va pas doucement. Et en plus l'attaque ressemble beaucoup aux attaques de Kaido vu les éclairs de haki autour. Donc c'est une attaque super chargée en haki de l'armement type Ryuo plus haki des rois. Au moment, j'ai jamais dit un amiral c'est un personnage invincible. Alors là il y a eu un gros malentendu. J'ai jamais dit non plus qu'un amiral est plus fort que Kaido, parce que le gars, attendez, vous n'êtes pas en train de lui demander d'être Rox d'Exebek non plus. Il n'a pas à gérer tous les forts rouges plus Yamato qui attaque même pas de face mais dans le dos. Il n'a pas à les gérer les mains dans la poche. À un moment donné, je veux dire, wow, c'est un amiral, il démontre toute la puissance dont j'ai toujours parlé, hein. Tout le monde m'a dit qu'il se fait défoncer dans ce chapitre. Moi je le vois exactement au niveau dont j'ai toujours parlé. Donc il se prend un coup par derrière de toute sa puissance de Yamato. Tout ce qu'il fait c'est aïe aïe aïe, quel haki puissant. Alors ça apparemment, moi quand j'entends des personnes parler, je me suis dit je vais lire un chapitre où l'amiral est vaincu, où il est one shot, où on lui pisse dessus, parce que le gars il dit juste aïe 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 quel haki puissant. Ah ça, contre un coup qui vient par derrière de toute sa puissance, ce chapitre, à part me donner raison sur la puissance des amiraux, surtout que dans le chapitre on voit même pas le gars qui sort son épée, alors que voilà, quand une personne a une épée noire, c'est pas pour rien, hein, c'est que le gars a une grosse maîtrise. Donc voilà, le gars essaie un petit peu la danser un petit peu à gauche à droite, les gars sont tout de suite en mode c'est bon, un amiral s'est fait vaincre. De quoi on parle là? Moi je vois exactement la confirmation de tout ce que j'ai toujours dit. Et bim, petite blague, voilà, j'aime beaucoup ce mangaka, c'est pour ça. Franchement le gars il te balance des cases mais à mourir de rire quoi. Alors que c'est un moment d'une grande intensité. Franchement il y a que Oda pour faire ça. On a Momonosuke qui débarque avec son Boro prêtre là. Il veut essayer de faire Kaido mais voilà, c'est pas tout le monde qui fait Kaido, hein. Donc il fait ça, bim, il y a rien. Rien ne lui sort de la bouche. Alors tout le monde là, qu'est-ce qu'il fait le gars? L'amiral il comprend pas quoi, il était prévu qu'il se passe quelque chose. La case, mais elle est à mourir de rire, surtout la case après où Momonosuke regarde l'amiral comme ça, les deux se regardent et là t'as Momonosuke qui a un petit peu de morve qui lui sort du nez, mais un petit peu, il est en sueur, c'est à mourir de rire. Et là donc il comprend que voilà, niveau Kaido, peut-être il faut se calmer un peu, ça viendra par la suite. Alors il fait ce qu'il peut, il rentre dans l'amiral. Voilà, moi j'ai écouté certaines personnes parler, je me suis dit wow, je vais peut-être jeter One Piece au chiottes. Si Momonosuke se fait un amiral, je vous jure, je continue pas One Piece. One Piece, je vais regretter toute ma vie d'avoir lu cette... Attends, Momonosuke se fait un amiral. Heureusement ce chapitre est venu et il a comme toujours remis une claque. Momonosuke, voilà, il montre son courage. Qu'est-ce que vous voulez? Il a même pas montré son courage. Il l'a déjà fait. Il a fait un truc. Il a repoussé l'île. Il a fait un petit peu voler. Il l'a repoussé. Est-ce que ça veut dire qu'il est niveau Kaido? Non. Donc là, il mord. Il utilise son corps. Il fait ce qu'il peut, hein. Il a un corps de dragon. Il utilise le corps de dragon. Mais il n'a pas le niveau dragon Kaido. Donc voilà, il a des dents. Il les utilise. Alors il mord l'amiral. Il le pousse comme il peut. Ça réussit pas. Donc je sais pas. Moi, j'ai écouté ce que les gens disaient toute la semaine. Ah, vraiment, les gars étaient limite dans amiral niveau Momonosuke quoi. Donc là tout de suite l'amiral il dit oh, il est même pas préoccupé par ce que fait Momonosuke, il est surtout là en mode réflexion. Un dragon rouge, j'ai jamais entendu parler de ça, tu vois, genre l'amiral il est là-dedans, il est pas dans dragon rouge, je suis dans la merde, il me mord, quelle est cette attaque, il est très puissant, il est pas du tout là-dedans. Tout de suite la case suivante, comment il maîtrise le dragon Momonosuke, et là Momonosuke crie à Yamato, il lui dit tu dois pas te battre. Tout de suite là s'arrête la scène, encore du Oda que j'aime pas, hein. Franchement, va nous donner la réponse à ça la prochaine fois. Alors, à peine 2 trucs élucidés que le gars te balance encore 10 intrigues supplémentaires. Ensuite, on a, voilà, que attendait tout le monde, la venue de Shanks. En plus, le gars, il fait ses cachotteries. Franchement, il se ramène des fois en burqa pour le Gorosei. Je sais pas, moi, est-ce que je dois être fan? Je l'apprécie. Voilà. En fait, les gens, faut pas être extrémiste. Quand on dit je suis pas grand fan, ça veut pas dire automatiquement je déteste. Non, c'est un personnage que je mets avec les persos que j'apprécie. C'est juste que je suis pas au niveau fan. Moi, il faudrait qu'il fasse des choses, qu'il fasse des déclarations importante, là je serais fan. S'il me dit je veux vous parler d'un certain pirate, il dit même pas quel pirate, je peux pas être fan sur cette phrase, tu vois. Pour d'autres, si, je peux comprendre. Comme j'ai dit au départ, on n'est pas là à aimer tous One Piece de la même façon pour les mêmes raisons. Et c'est là la richesse de l'œuvre. Ensuite, il dit des phrases, bon, c'est un petit peu, je sais pas, est-ce que c'est incohérent, mais il dit Momo et Hiyori devraient être adultes maintenant.
maintenant. Parce que à l'époque, avec Oden, ils étaient dans le même équipage. Comment est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qu'il en sait? Le pays était colonisé par Kaido. Et Kaido, Shanks le connaît, c'est pas un doux. S'il peut, il tue tout le monde. Donc, qu'est-ce qui lui fait dire que Momo est en vie, Hiyori sont en vie pour dire qu'ils doivent être adultes? Ensuite, tout le monde est content en disant on va rencontrer les Mugiwara, chacun pour un personnage. Il y en a qui veulent rencontrer Luffy, d'autres Usopp. C'est deux moments agréables, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas des trucs de ouf. Même là, quand on apprend, il y a un flashback sur il y a Shanks qui attaque la marine pour prendre le Gomu Gomu, #Nika. Ben même là, c'est une information qu'on apprend en retard. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà appris de la bouche de Who's Who. C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à accrocher à un personnage. Moi, j'accroche pas à un personnage parce que voilà, il a des beaux cheveux ou je sais pas, il fait de belles phrases. Il faut qu'il y ait du concret là. Il faut qu'il apporte du nouveau, il fasse des actes qui changent l'histoire. Or que là, même le Gomu Gomu, il le donne pas à Luffy. C'est Luffy qui le mange juste comme ça. Donc, en plus, grosse interrogation sur ce personnage. Pourquoi il dit pas que le fruit c'est pas le Gomu Gomu? Pourquoi il dit pas le fruit c'est le Hito Hito modèle Nika? Alors que sûrement il le connaît, il le sait. Il y va pas alors que le fruit c'est un simple parmésia pas du tout important. D'ailleurs même dans ce chapitre, Who's Who, qui était jeune à l'époque, il comprend pas. Il dit pourquoi on se fait attaquer pour un fruit comme ça? C'est juste le fruit et de l'élastique quoi. Même si cette phrase un petit peu venue de Who's Who, elle est aussi bizarre. Un petit peu tout ce qui se passe là c'est bizarre parce que un fruit on le sait même quand il est pas rare ou quoi que ce soit, son prix est extrêmement élevé. Peu importe le fruit du démon, sur le marché c'est un truc très précieux. Donc juste pour l'argent ça peut être compréhensible qu'ils se font attaquer. Ensuite voilà, Shanks un petit peu des flashbacks à gauche à droite de Luffy, de quand il se fait manger le bras. Mais voilà, c'est quoi la grosse nouveauté à part des blagues un petit peu à gauche à droite avec un homme un petit peu à l'apparence de singe, hein, un homme singe qui dit à propos de Luffy, il ressemble maintenant à un monstre singe. Il dit ça alors que c'est lui le monstre singe, tu vois. Des blagues franchement très appréciables. Quand on les lit sur place, on est mort de rire. Mais voilà, le chapitre le plus grand de tous les temps, je suis pas très sûr. Hein. Ensuite, Shanks, il dit je veux pas voir Luffy. Alors tout de suite, il y a juste deux suppositions. Soit Shanks, encore une fois, pour la énième fois, l'auteur le fait apparaître pour rien. Genre face à Barbe Blanche, il était venu là, mais pourquoi? Pour dire, en fait, Barbe Noire c'est un homme dangereux. Hein. Au revoir. Juste pour ça, tu vois. Et pareil là, genre là à la fin, on a Shanks qui dit, hey, Ben Beckman. Alors on va aller chercher le One Piece. Bah, déjà, on sait que tout le monde veut le One Piece, donc pas une grosse nouveauté. De deux, il fait une tête de méchant. Ah, ça commence à un petit peu correspondre à certaines théories qui se disent de lui. Plus ça colle au fait que le gars sait que Luffy a le Hito Hito modèle Nika, mais ne l'a jamais dit. Et il va chez le Gorosei en burqa. Mais vraiment, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que, voilà, pour qu'on se dise tous, ouais, allons tous voir le film, ou pour qu'on se dise, ouais, Shanks apparaît, donc c'est le plus grand chapitre de tous les temps. Moi, il suffit pas juste d'apparaître pour que ce soit un chapitre dingue. Hein. J'ai un minimum de personnalité quand même. Ou, dernière supposition, le gars veut choper Pluton. Là, j'espère vraiment que ce soit le cas parce que le manga, mais vraiment, ça devient un manga au rabais là. On nous fait des apparitions qu'on attend je ne sais même pas combien d'années, juste pour nous dire, regardez, je vous ai montré Shanks. Ah, franchement, le gars il vient, on se dit, ouais, enfin, la rencontre avec Luffy, et là, bim, non, je veux pas rencontrer Luffy. Mais alors, qu'est-ce que tu fais à Wano? Mais qu'est-ce que tu fais à Wano? C'est le territoire d'un autre Yonko, donc qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est juste pour se balader? Ça a aucun sens. Et moi, j'aime pas les choses qui ont aucun sens. Donc, j'espère vraiment que son apparition va prendre du sens et que le gars va soit choper la poneglyphe de Kaido ou prendre Pluton. Sinon, vraiment, c'est de la merde. Et ensuite, le chapitre se poursuit avec les éloges qui sont faits autour de Sabo, sa puissance, tout ça, ce qu'il accomplit. Apparemment, il surpasse en termes de notoriété Dragon. Je suppose que Dragon lui-même le veut. Dragon, comme on le connaît, comme on le sait, c'est pas le personnage qui aime rester en devant de la scène. Donc, je crois que ça l'arrange beaucoup. Que ce soit Sabo qui prend le devant, lui, il est le plus puissant, mais il reste derrière. Il aime bien être le mastermind de la chose, quoi. Alors, il y a la discussion entre Kizaru, Akainu et un nouveau personnage. Ce personnage, on lui donne le nom de Kuroma, entre parenthèses Tensei. Donc Kuroma, je pense, ça veut dire cheval noir. Et son vrai nom, c'est Tensei. Je vous fais remarquer que les amiraux, du moins les personnages avec le niveau amiral en général, on leur donne souvent, voire toujours, un nom d'un animal avec une couleur. Par exemple, Akainu, chien, rouge. Aramaki, on lui donne le nom taureau vert. Et là, c'est cheval noir. Alors que le gars n'est pas un amiral, mais je suppose, ça, c'est un petit peu pour nous dire, ce type, il a le niveau amiral. Donc dans la discussion, apparemment, même la marine n'est pas au courant de tout. Je suppose que c'est le Gorosei qui fait des cachotteries à la marine, il leur dit pas tout. Et donc, ils disent que voilà, Sabo a tué Nefertari. Donc cette information, c'est pas de l'intox, c'est pas de l'information qu'on donne au peuple. L'information qu'on donne au peuple, elle peut être biaisée, mais là, si elle est confirmée à ce niveau-là, chez les amiraux, c'est que c'est du réel, mais même là, on n'est pas complètement sûr parce que, comme je l'ai dit, le Gorosei peut mentir à la marine. Mais là, je vois vraiment pas l'intérêt. Le Gorosei peut mentir à la petite instance de la marine, mais il ira normalement pas jusqu'à mentir aux amiraux. Mais ça reste pas un truc à complètement exclure. Dans les deux cas, c'est très intéressant. Soit le Gorosei manipule la marine et manipule
aussi tout le monde. Soit c'est pas le cas et Sabo a vraiment tué Cobra, et dans ce cas le scénario devient encore plus intéressant parce qu'on va avoir par la suite la confrontation entre Luffy et Sabo, l'un défendant des idéaux de révolution, l'autre a des amitiés, des alliances, et Ace qui aura tué Cobra. Franchement ça va mettre Luffy dans le rouge, mais Luffy, j'aimerais bien, genre ça rendra le manga mais parmi l'un des plus complexes, pas compliqué mais complexe du monde. Ça sera tellement riche, ça sera une situation tellement intéressante dans laquelle l'auteur mettra Luffy. On sera tous intrigués de comment Luffy va gérer ça. Est-ce qu'il ira combattre Sabo? Est-ce qu'il va chercher à comprendre et les explications de Sabo vont lui convenir? Si elles lui conviennent pas, qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il va démonter Sabo? Et du coup, il se battra même contre les révolutionnaires. Mais vraiment, la dernière partie de One Piece, mais c'est de loin la plus intéressante. Vraiment, là, quand tu me diras, l'auteur a dit vrai, là, vraiment, je confirme, il a dit vrai. Si on parle là-dessus, vraiment, c'est de très, très, très loin la partie la plus intéressante de l'œuvre. Vous imaginez les idéaux qui se confrontent à la fraternité? Vraiment, ce sera le point le plus important que l'auteur pourra traiter. Est-ce que c'est Sabo qui fera marche arrière? Est-ce que c'est Luffy qui fera marche arrière? Je pense pas parce qu'on le sait tous. Si il était question d'un personnage maléfique, ok, mais Cobra est un personnage très bon et du coup, contre l'absolutisme de Sabo qui est de tuer peu importe est-ce que la personne est bonne ou pas, il la tue quand même du moment qu'elle appartient aux nobles. Ça serait un petit peu un Akainu inversé. Est-ce que Luffy va chercher à le raisonner? Est-ce qu'il va le mettre hors d'état de nuire? Est-ce qu'il va venger Vivi? Mais comment il pourra pas aller tuer Sabo? Genre vraiment super intéressant. Et comme je l'ai dit, comme à son habitude, une intrigue de résolu, 10 nouvelles de relancées de la part des Shiroda. Ensuite, ils nous disent ils ont libéré Kuma avec lequel j'ai du mal à comprendre comment il s'est fait choper pour qu'on lui fasse ce qu'on lui a fait. Pourquoi? Parce que le gars, peu importe sa puissance, hein, c'est juste le gars le moins facile à choper. Pourquoi? Le gars, il peut se téléporter. Même si tu es face à plusieurs personnages infiniment plus puissants que toi, tu te téléportes, il n'y a aucun haki qui peut arrêter la téléportation. Comment tu arrêtes une téléportation? Mais il se fait quand même choper, il se fait transformer partiellement comme ça en cyborg, je comprends pas tellement. Alors on nous parle des amiraux, les deux se sont confrontés aux révolutionnaires. Je suppose que c'est un autre point sur lequel beaucoup ont dit que voilà, je me suis fait avoir là-dessus. Franchement, à part confirmer à genre 10 000%, encore une fois ce que j'ai toujours dit, je vois pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui l'auteur a compris à quel point certaines personnes sont fanatiques et aujourd'hui l'auteur est carrément obligé à chaque case de justifier. Et là il a justifié tellement il a compris que les gens apparemment ils ont trop de mal à le comprendre. Et du coup là il a remis le contexte. Aujourd'hui l'auteur peut pas écrire sereinement son manga. Il est obligé de recontextualiser à chaque fois qu'il y a un affrontement. Donc là, deux amiraux contre pas deux commandants mais plusieurs commandants d'un gars niveau Yonko, dragon, ben il y a personne qui gagne. Mais contextualisation, qu'est-ce qui est écrit? Je vous lis mot pour mot. Les amiraux Fujitora et Rokugyo ont combattu en réponse, mais au final ils ont réussi à libérer l'ancien révolutionnaire devenu esclave des dragons célestes Bartholomew Kuma et tout le monde s'est échappé. Les amiraux ont probablement eu du mal à se battre sur la terre sainte des dieux. Donc là, il te dit les amiraux ne sont pas allés à fond parce que le gars aujourd'hui on sait Oda il lit un petit peu les forums et tout, il a compris les gens comment ils analysent son manga. Les gens sont capables de dire ok alors un commandant égale un amiral. Donc tout de suite le gars, alors que Sabo est de loin plus puissant qu'un second Yonko. Encore une fois on l'a vu défoncer Burgess qui lui est un second Yonko. Donc Sabo plus puissant qu'un second Yonko, épaulé des 4 ou 3 plus puissants commandants des révolutionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Ben le combat il est à égalité. Alors que Sabo et ses amis ne se retenaient pas du tout. Genre ils se sont même surpassés contre deux amiraux, pas 4. Parce que pour que ce soit équivalent, il faudrait que ce soit 4. Deux amiraux qui se sont de loin retenus. C'est dit dans le chapitre. Est-ce que c'est moi qui a écrit ça? Non. Ils se sont retenus parce que sinon ils auraient tué des Tenryobito qui étaient présents sur la Terre Sainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que deux amiraux à fond, ils auraient capturé tout le monde en fait. Ils auraient capturé Sabo et les commandants puissants des révolutionnaires. Du coup, CSC, j'ai envie de dire, les amiraux sont confirmés être beaucoup plus puissants encore que les seconds Yonko ou les seconds des révolutionnaires. Pourquoi? Parce que deux amiraux qui se retiennent font jeu égal avec 4 des plus puissants commandants d'une sorte de Yonko. Même si ce Yonko a l'air d'avoir un second plus puissant qu'un second de Yonko. Mais Akainu est un absolutiste, c'est un jusqu'au boutiste. Lui, peu importe les raisons et tout, lui, tu lui fais pas d'excuses. Donc il dit, tu n'as pas besoin de trouver des excuses. Alors moi, je veux pas que vous me racontez, il y a eu des circonstances ou quoi. Moi, je veux que les choses se produisent comme je les veux. Alors il parle aussi de Vivi qui serait fait kidnapper. Est-ce que Enies Lobby, son équivalent, c'est-à-dire il va y avoir un autre lieu, mais équivalent, est-ce que ça va être aller libérer Vivi qui sera une sorte de Robin? Mais ça sera bizarre d'aller libérer un personnage de la main de Sabo par Luffy, hein, franchement. Surtout qu'aujourd'hui, je suppose qu'entre Luffy et Sabo, il n'y a pas match, parce que Luffy, il se fight avec Kaido. Donc est-ce que Sabo se fight avec Kaido? Je pense pas. Hein. Alors ensuite, il dit, voilà, c'est un désastre s'il passe à la basta et tout. On a du mal avec nos hommes, ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. On a des hommes un petit peu postés partout pour calmer les gens.
gens qui se sont rebellés à cause des Yonkou tombés. On a besoin de marines à Arabasta, des marines pour protéger les Tenryobito, tout un tas de trucs. Du coup, là, je vais revenir sur Bartholomew Kuma. Est-ce que Vegapunk et le Gorosei ne l'ont pas laissé d'une façon indirecte, exprès, être kidnappé ou repris par Sabo? Parce que vu le gars, comment il était maîtrisé par ces derniers, j'ai du mal à croire qu'ils l'ont juste laissé partir comme ça, surtout quand on sait que son corps est quasiment entièrement robotisé. Donc, je veux dire, Vegapunk est dans son corps. Sauf si les révolutionnaires ont des scientifiques de très très haut volet qui peuvent un petit peu désactiver les mécanismes qu'il y a là-dedans. Il y a une grande dangerosité qui vient de Kuma, hein, parce qu'il peut, on sait jamais, être contrôlé à distance. Et là, il va se mettre à tuer des révolutionnaires, ou peut-être pas, il va tout simplement exploser. Peut-être ils ont intégré à l'intérieur de lui une énorme bombe. Et là, le gars, il se fait ramener au QG, bim, grosse explosion. Ou même, peut-être il y a un détecteur en lui. La marine ou le Gorosei, ou les deux vont suivre le signal, ils vont repérer les révolutionnaires. Donc vraiment, est-ce que c'est pas un cadeau un petit peu empoisonné? Donc je vous lis le chapitre qui se termine avec Akainu, qui est apparemment à le niveau Marco, hein, ou le niveau premier commandant, hein, le niveau Burgess, le niveau Katakuri. Alors je vais vous lire ça et dites-moi, est-ce que un gars niveau King dirait ces phrases-là? Il dit, en fumant ses cigares et en matant le ciel, il dit: quelle époque pour devenir l'amiral en chef de la marine. Peu importe le nombre de personnes qui viendront, je battrai tout le monde à leur propre jeu. Tu vois, comment est-ce qu'une personne peut dire ça quand elle a le niveau King? Voilà, je vous laisse à vos réflexions. Moi, c'est un chapitre qui est déséquilibré. Il y a des passages qui sont juste là pour dire: ouais, regardez, c'est un chapitre magnifique. Alors que, bof, il n'y a rien de spécial. Et d'autres passages qui, eux, implicitement cachent de grandes choses, par contre. Sur ce, un chapitre qui est bon, en route vers être excellent, mais pas plus. Je dirais pas que c'est légendaire, truc incroyable et tout. Je dirais pas jusqu'à là. Faut pas déconner non plus, les gars. Sur ce, vraiment, j'ai trop apprécié de vous faire cette vidéo. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié. Pour me soutenir, c'est tout simple. Pouce vers le haut, un petit partage sur les réseaux sociaux, Twitter par exemple. Et vous pouvez aussi lire mon manga disponible gratuitement sur mon site. Tous les liens sont sous la vidéo dans la description. Ensuite, abonnez-vous parce que demain ou après-demain viendra une autre vidéo sur One Piece très importante. Sur ce, je vous dis, faites le plein de manga. Sayonara.